Alors, bonjour Guillaume et Georges. On est là à Vierzon, donc on vous retrouve à Vierzon. Vous êtes venus pour ces rencontres citoyennes. Bon, évidemment, on parle des effets indésirables du Covid long. Vous êtes venus ici avec plusieurs casquettes, je pense, Vaccins sans ALU, Anavix et Revav en même temps. Alors, on sait pourquoi vous êtes là, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en fait? Qu'est-ce qui est votre cœur aujourd'hui par rapport à toutes ces associations ou l'une après l'autre? L'une après l'autre. Merci beaucoup Diane. Oui, c'est vraiment un regroupement extrêmement intéressant et collectif qui va nous permettre de mieux se fédérer pour avoir effectivement une plus grande efficacité pour la reconnaissance bien sûr des victimes qui sont encore extrêmement déniées en termes de constat. On a vraiment un déni des victimes actuellement, une non prise en compte. Quelques victimes sont indemnisées quand elles ont été vaccinées avec le vaccin contre la Covid. Les autorités, les institutions, ou c'est oui, général, ça peut être aussi un peu général du coup, alors que la vaccination concerne chacun des Français et des Françaises. On a tous été vaccinés à un moment donné de notre vie et il faut qu'on s'interroge sur ces produits de santé d'une manière supplémentaire et collective, effectivement. Et effectivement, on a des autorités de santé qui parfois ne prennent pas en compte la protection maximale liée à ces produits, puisqu'on voit, et les pouvoirs publics ont été au courant rapidement pendant la pandémie de la toxicité et des effets indésirables graves de certaines vaccinations, et qu'on a continué à exposer une population mondiale à ces vaccins. Donc il y a un moment, effectivement, la ligne rouge à ne pas dépasser, et on a par exemple effectivement dépassé la ligne rouge avec la vaccination des enfants contre la Covid, qui n'avait aucun intérêt scientifique, et puis on a vu que la transmission, qu'il n'y avait pas d'efficacité sur la transmission. Donc à un moment, il faut que les choses se discutent collectivement et qu'on améliore les produits de santé, bien évidemment. Et dans les actions que vous avez par rapport à ces associations, Vaccins sans allure, Revav et Anavix, est-ce qu'il y a des informations, par exemple, aux médecins, parce qu'on entendait ce matin qu'il y avait même des médecins qui n'étaient toujours pas informés, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces actions justement pour avertir, bon, le public on sait, mais tous les professionnels en fait, parlementaires. De santé, oui. Par exemple, au niveau de la Navix, qui est une alliance nationale d'associations de victimes de produits de santé et dispositifs médicaux, nous avons alerté effectivement les agents sanitaires de leur rôle d'informer et de rappeler aux professionnels de santé qu'ils ont par exemple une obligation réglementaire de faire un test de dépistage, le DPD, pour l'utilisation d'un médicament dans le traitement des cancers. Et certains patients en France actuellement peuvent décéder, non pas de leur cancer, mais de l'utilisation de ce produit de santé qui n'est pas évalué. Si vous n'avez pas une compatibilité au niveau et une possibilité de votre organisme de dégrader le produit, eh bien vous pouvez avoir, dans les situations extrêmes, un décès lié à l'utilisation de ce produit anticancéreux. L'enjeu est extrêmement important. Il y a une évaluation par extrapolation de la sous-notification des victimes concernées par l'utilisation de ce médicament, une évaluation actuelle qui est évidemment à vérifier, qui n'est qu'une évaluation de 40 000 à 80 000 décès. On a vu ce matin de victimes déjà du fait de l'utilisation de ce médicament. Et donc, on a vu par exemple que ce matin, qu'avec 25 décès aux États-Unis, on avait arrêté un vaccin. Donc, à un moment, on a besoin d'être dans un pays où l'égalité, la fraternité et la liberté de choix restent maintenues et bien sûr maintenues dans toutes ces valeurs républicaines. Ça fait quand même un certain nombre d'années que vous êtes sur ces associations. Je ne sais plus combien, vous pouvez me rappeler combien d'années vous travaillez? Le Revav a 27 ans d'existence, voilà, et l'Anavix 3 ans. Corinne Lalo disait en fait qu'au niveau au niveau des médias, elle avait vu depuis 30 ans une forte dégradation de la liberté d'expression. Est-ce que vous, sur 27 ans que vous avez d'historique avec ces associations, vous voyez une évolution et quelle est-elle? Sur la question de la liberté d'expression, je pense que on a différents médias indépendants comme vous nous le proposez. On a des réseaux sociaux effectivement que certains pouvoirs politiques cherchent à contrôler, mais il faut faire confiance à chacun d'entre nous pour des prises de décision concernant sa santé. Et donc, on a besoin de communiquer. Effectivement, il y a des enjeux de censure sur certains médias collectifs. L'impact des vaccins et vous, votre travail sur 27 ans, est-ce que vous
les avez vus? Est-ce que vous êtes plus ou moins entendus sur 27 ans? Vous voyez ce que je veux dire au niveau des députés, des agences de santé, parce que 27 ans d'existence, vous avez quand même comment dire, une intégrité certaine et une reconnaissance certaine. Oui, bien sûr. Moi, ce que je peux vous évoquer, c'est le fait que de plus en plus de victimes acceptent publiquement aussi de parler de ce qui a pu leur arriver dans leur histoire, que ce soit un impact direct sur leur santé ou pour l'un de leurs proches. Donc, la communication est là. Et effectivement, on a à intéresser les gens sur des sujets difficiles de santé, de toxicité éventuellement des produits et de composition de certains vaccins qui posent des problèmes, comme on le voit actuellement avec une surmortalité mondiale qui est mise en lien avec l'utilisation des vaccins anti-Covid. Et donc, on a effectivement à convaincre les gens de s'intéresser à ces questions-là. Et je crois que c'est au niveau individuel des citoyens qu'on gagnera ce combat, avec effectivement les possibilités de communication, mais surtout aussi de regroupement. Nous sommes très attentifs au REVAV. On souhaiterait développer des actions de prévention pour avoir un débat public, que ce soit au moment de l'adolescence ou de l'âge adulte, pour utiliser ces vaccinations et faire des choix en connaissance de cause. Là, l'information, en tout cas, ne passe pas au niveau des citoyens. Et donc, dans vos actions, vous aidez en même temps les citoyens qui sont victimes, vous participez à des actions juridiques, et vous êtes aussi dans une distribution d'informations, parlementaires, sénateurs, tout ça, ou les agences de santé. En fait, c'est quand même très large ce que vous faites. Bien sûr, ça, bien sûr. Si je me trompe. Et effectivement, on voit des résistances quand même du monde médiatique mainstream, et des parlementaires à avancer sur ces questions-là. On souhaiterait qu'il y ait des moratoires, on souhaiterait qu'il y ait des commissions au niveau de l'Assemblée nationale pour avancer plus précisément sur ces thématiques-là. Donc aux institutions et à chacun de prendre ses responsabilités. Forcément, le nombre d'adhérents a une importance, j'imagine, pour vous, pour la crédibilité que vous pouvez avoir et puis le poids que vous pouvez porter devant les institutions. En quoi vous pourriez dire aux personnes que c'est important d'adhérer à l'une ou l'autre de ces associations pour apporter son poids, en fait, participer? Bien sûr. On a vraiment une ouverture, effectivement, à tous les citoyens et citoyennes qui souhaitent nous soutenir pour renforcer, effectivement, nos capacités d'action, et puis pour que les victimes, évidemment, ne se sentent pas seules et isolées. Donc, on a, je crois, une responsabilité par rapport à un déni, comme ça, des personnes qui sont mises sur le carreau, qui sont un peu déniées, justement, de ne pas les oublier. C'est vraiment une valeur collective. Et donc, voilà, les adhérents peuvent avoir accès, bien sûr, à une information, se rencontrer régulièrement pour échanger sur ce qu'ils peuvent vivre et les manières de se défendre, et puis, bien sûr, de se soigner quand il y a des problèmes de santé. Et puis, ou d'indemnisation, et de poursuivre des processus d'indemnisation et juridiques qui sont longues et coûteux en termes d'années souvent de procédures, mais qui sont nécessaires pour que, effectivement, on puisse agir. N'attendons pas que le législatif non plus reconnaisse les choses. Il faut agir en amont. On a suffisamment de données informatives données par les laboratoires et données par les instances officielles des effets secondaires indésirables et qui sont trop nombreuses pour continuer dans ce qui se passe actuellement et de ne pas exposer une population à des risques inutiles. Quand on voit les institutions, en fait, qui marchent avec les labos, j'ai l'impression que vous restez les derniers contre-pouvoirs au tout permis des laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a d'autres contre-pouvoirs Oui, on peut faire l'hypothèse qu'effectivement, sans des organisations comme le REVAV historique et les collectifs qui se sont montés ou associations pendant la pandémie et la période très particulière que nous avons vécue, les choses pourraient être évidemment encore plus difficiles à observer en termes de conséquences sur la santé publique et évidemment des problèmes trop
important d'effets indésirables graves liés à la vaccination, avec une sous-notification qui reste importante, même si certaines vaccinations étaient un petit peu plus surveillées par moment, mais le système de remontée de pharmacovigilance est encore trop passif et on demande une pharmacovigilance active et une mobilisation des professionnels de santé qui doivent déclarer les effets évidemment secondaires pour qu'on avance collectivement. Pharmacovigilance passive, ça veut dire que en fait, c'est des gens qui doivent déclarer par eux-mêmes. On a entendu ce matin de moult témoignages, quand c'est pas fait par un médecin, que c'est très compliqué, beaucoup se font rejeter. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que adhérer à une de ces associations, faire un don, ça participe aussi à lutter contre la liberté, qu'on n'est pas obligé d'avoir des effets secondaires ou d'attendre d'être victime pour adhérer, et qu'on peut essayer d'être dans la prévention et vous donner les moyens d'agir pour sauver nos libertés et nous protéger en amont? Bien sûr, oui, on a un besoin de présence dans les instances décisionnaires, en termes de déplacement, et bien sûr, c'est participer vraiment à une réflexion collective et effectivement une liberté de choix que nous promotionnons évidemment beaucoup dans notre association, en lien aussi avec une grosse association nationale, la Ligue pour la liberté des vaccinations, qui va fêter ses 70 ans cette année, et ça sera un événement important puisque cette association est très ancienne. D'accord. Bah, écoutez, est-ce que vous voyez autre chose à dire par rapport à la journée d'aujourd'hui? Non, on est impatient de connaître la suite et de se fédérer collectivement. Ouais, il y a beaucoup de monde, hein, c'est un événement. Bien sûr, ouais, c'est un très bel événement. Bah, écoutez, merci beaucoup Guillaume Majorge. Bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup, à bientôt.